Bon, bonjour. Bonjour. Alors, c'est notre second webinaire, hein, Remue-Ménage. Donc, celui-ci, il est consacré au contrat en alternance et on est bien dans un cycle Remue-Ménage qui vise à donner des repères, mais aussi à interroger, titiller un peu sur les enjeux, voilà, sur quelques enjeux importants de la formation professionnelle. Et pour animer ce cycle, on est en partenariat avec le cabinet Boumendil. Et aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Coé qui anime, qui co-anime ce webinaire. Marie-Hélène, je vais te laisser te présenter. Oui, donc Marie-Hélène Coué, je suis juriste consultante et formatrice au cabinet Boumindil. Donc nous sommes un cabinet qui accompagnons l'ensemble des acteurs professionnels de la formation et notamment les organismes de formation sur la compréhension de la réglementation et de ses nombreuses évolutions. Donc voilà, on va essayer de ne pas trop faire de réglementaire aujourd'hui, mais plutôt de l'opérationnel. Mais en tout cas, notre cœur de métier, c'est la compréhension des textes et des réformes successives et de leurs impacts sur vos pratiques et sur les pratiques de l'ensemble des acteurs du système. Alors, ce cycle, on voulait le réserver à des petits groupes, justement, pour qu'il y ait une liberté d'échange, de parole. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à lever la main, intervenir, soit en direct à l'oral, soit dans le chat, hein. Vraiment, on est là pour ça. Euh, donc, moi, je suis Élodie Salin, secrétaire générale du Synodest, donc qui est le syndicat des organismes de formation. Et voilà, j'espère qu'on pourra, par ce webinaire, vous donner quelques clés de décryptage sur l'alternance. Je vais commencer par une première question, Marie-Hélène. Euh, on peut considérer que les gouvernements successifs, finalement, quels que soient, qu'ils soient de droite ou de gauche, portent généralement l'apprentissage, en tout cas, comme une voie royale de l'insertion professionnelle. En même temps, la réforme 2018, elle est forte, hein, elle vient vraiment clairement bousculer le paysage, la gouvernance notamment, mais pas que. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a continuité ou est-ce qu'il y a rupture? Et puis surtout, ce que je trouverais intéressant, c'est d'aborder la question des motivations qui ont été à l'origine de cette loi 2018. Marie-Hélène? Alors, effectivement, il y a à la fois, on va dire, une continuité par rapport aux réformes précédentes, puisque l'alternance existe depuis longtemps et l'apprentissage notamment date, lui, de très très loin, hein. Ça a commencé au Moyen Âge avec les compagnons et puis ensuite il y a eu des réformes successives qui ont essayé un peu de structurer tout ça avec des lois sur le contrat, sur la taxe, à la fois donc sur la mise en œuvre et sur le financement. Il y a eu et aussi des lois plus globales sur la formation continue et il a fallu attendre par exemple les années 80 pour voir apparaître des contrats d'adaptation, de qualification qui sont quelque part les ancêtres du contrat de professionnalisation. Donc l'alternance, on va dire, sous une forme autre que l'apprentissage est apparue de manière beaucoup plus récente. Et depuis, on a eu des réformes successives qui n'ont eu de cesse que d'essayer de faciliter euh, les, les, les embauches en alternance, puisque, comme vous l'évoquez, c'est vraiment un moyen d'insertion professionnelle en plus d'être un moyen de formation et qui a fait ses preuves, on en reparlera, mais qui continue à faire ses preuves en termes d'insertion. Donc c'est vrai qu'on a une continuité, on va dire, dans la mesure où la loi de 2018 continue à rapprocher un petit peu, enfin plus qu'un petit peu, les contrats en alternance et le régime juridique du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation. On a déjà eu, il y a une dizaine d'années, avec la réforme de 2009, la loi Cherpion, on avait déjà eu des assouplissements du contrat d'apprentissage parce que c'est un régime spécifique, celui des apprentis, c'est pas un régime, il relève d'un régime spécifique dans le Code du travail, avec des règles qui leur sont propres, et notamment en matière de rupture et d'embauche. C'était compliqué, donc il y avait vraiment des reproches des entreprises qui disaient oui, mais les apprentis, c'est compliqué. Donc on a essayé d'assouplir tout ça au cours des réformes successives. Et puis on a réformé aussi les circuits financiers avec des, une réforme, enfin plusieurs réformes de la taxe d'apprentissage
pour arriver finalement et du financement de la formation professionnelle, la dernière importante étant quand même celle de 2014 avant celle de 2018, qui avait déjà modifié des choses. Et en 2018, on poursuit en fait ce mouvement de rapprochement, en tout cas des deux contrats. Il y a quand même une rupture, deux ruptures importantes, je pense. La gouvernance du système, notamment d'apprentissage, puisqu'on transfère complètement la responsabilité du financement et de la gestion, on va dire, de la carte des formations d'apprentissage qui appartenait aux régions jusque-là. La loi de 2018 le transfert aux branches professionnelles, avec une reprise en main par les branches de la fixation notamment des coûts contrats d'apprentissage, on en reparlera si vous voulez. Et puis, rupture aussi sur le financement, puisque là aussi, on transfère aux OPCO, aux opérateurs de compétences, la gestion du financement des contrats et non plus aux régions. Donc les régions perdent aussi la main sur le financement. Et elles perdent également, les chambres de commerce, de métiers, etc., perdent aussi la main sur l'enregistrement des contrats, puisque l'enregistrement des contrats se fait aussi désormais auprès des opérateurs de compétences. Donc on est à la fois dans une sorte de continuité, si on regarde plutôt le régime juridique des contrats, l'assouplissement des modalités d'accès à ces deux formes d'alternance. En revanche, il y a une vraie rupture à la fois sur les circuits financiers et puis avec cette fameuse contribution unique. On avait avant la contribution formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, et la loi de 2018 crée quand même ce qu'on appelle la CUFPA, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, qui donc permet de rejoindre aussi d'agréger les financements. D'ailleurs, tout va aujourd'hui chez France Compétences, qui répartit ensuite ces sommes en direction des opérateurs de compétences pour le financement des deux contrats. Et sur le volet offre de formation, on a un changement important également, puisque les CFA rentrent, j'allais dire, dans le cadre juridique qui était jusqu'alors applicable aux prestataires de formation et seulement à ces prestataires. Donc à partir pour les CFA qui ont été créés, c'est déjà le cas, et au plus tard, en 2022, ça sera le cas pour les anciens. Il va falloir se soumettre à l'ensemble des règles applicables aux prestataires de formation, avec des spécificités complémentaires quand on est CFA. Mais par exemple, jusqu'alors, les CFA ne remplissaient pas de bilan pédagogique et financier. Maintenant, ça va être la règle pour l'ensemble des offreurs de formation en, en, en formation continue ou en apprentissage. Et puis, le contrôle qualité, l'institution de la fameuse certification Calliope va contraindre en tout cas tous les opérateurs de formation qui sont sur l'alternance à aller rechercher cette certification, puisque, je le rappelle, cette certification n'est obligatoire que pour accéder, enfin ne sera obligatoire au 1er janvier prochain que pour accéder au financement public ou mutualisé, mais qu'on soit sur le contrat de professionnalisation ou sur le contrat d'apprentissage, pour le coup, ce sont des financements publics et mutualisés, donc on aura besoin de cette certification Calliope. Donc, il y a vraiment là-dessus des ruptures. Et puis, on a aussi, on a vu les effets dès cette année d'une envolée en fait des contrats d'apprentissage. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement a mis en place un certain nombre d'aides aux entreprises et aux embauches en alternance, mais aussi parce que l'apprentissage s'est développé de manière assez exponentielle, notamment dans l'enseignement supérieur. Le contrat de professionnalisation était déjà un peu en perte de vitesse en 2019. Bon, avec la crise sanitaire, ça ne s'est pas forcément arrangé, mais ça repart gentiment. On va le voir, il y a quand même un espoir que ça ne soit pas complètement perdu pour le contrat de professionnalisation, parce que ce contrat permet aussi de viser des publics qui ne sont pas visés par l'apprentissage, notamment les plus de 30 ans. L'apprentissage est réservé aux personnes de 30 ans, de moins de 30 ans, ou aux personnes en situation de handicap sans limite d'âge, ou aux sportifs de haut niveau, ou aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Mais on a un public plus étroit sur les contrats d'apprentissage que sur les contrats de professionnalisation qui, eux, sont ouverts
aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux, à des personnes aussi qui sont en réinsertion professionnelle. Et puis parce que les certifications éligibles au contrat d'apprentissage sont plus restreintes, puisque limitées aux seuls titres et diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, alors que sur le contrat pro, on a un panel de certification beaucoup plus large, et notamment aussi avec la réforme, un contrat de professionnalisation expérimentale qui permet de mettre en œuvre des parcours sur mesure, qualifiants et non nécessairement certifiants. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que du côté de la formation continue, il semblerait, j'emploie bien le conditionnel, qu'il y ait un effet de substitution du contrat de pro vers l'apprentissage, sous les réserves que tu viens d'évoquer, notamment parce que les règles de prise en charge sont plutôt plus intéressantes du côté du contrat d'apprentissage. Elles sont doublement sécurisantes. D'abord parce qu'on est bien sur une prise en charge au forfait et non pas à leur stagiaire, mais aussi parce que les niveaux de prise en charge, en tout cas de manière générale, sont quand même plus élevés pour l'apprentissage. Est-ce que tu pourrais nous livrer déjà quelques éléments de bilan? Est-ce qu'on a quelques billes? Oui, alors on a eu quelques chiffres. Il y a eu des études récentes qui ont été faites. Ouais, on verra peut-être si on s'en va vers un seul contrat en alternance. Il y a eu des études récentes à la fois par la DARES et puis par l'enseignement, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. On a atteint effectivement un niveau historique pour les contrats d'apprentissage en 2020, puisqu'on a dépassé les 600 000 contrats, alors que l'objectif qui avait été fixé par les pouvoirs publics, en tout cas, c'était d'au moins 500 000 apprentis à la fin de l'année 2020. Parmi ces apprentis, il y a quand même 400 000 nouveaux contrats rien que sur l'année 2020, donc c'est énorme. C'est des chiffres jamais atteints sur toutes les périodes antérieures. On était plutôt autour de 200-250 000 apprentis chaque année. Donc là, ça a vraiment explosé, avec une croissance très forte l'enseignement supérieur sur les niveaux Bac plus 3, Bac plus 4 et même Bac plus 5, puisque les aides du gouvernement visent l'ensemble des niveaux jusqu'au Bac plus 5. Donc ça a permis à ces niveaux-là de s'envoler. Et comme tu le disais, dans la mesure où les niveaux de prise en charge qui ont été fixés étaient quand même relativement élevés, eh bien, l'enseignement supérieur y est allé à fond, j'allais dire. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui parlent, j'allais dire, d'eux-mêmes. Et quand on voit effectivement le graphique et les courbes, on voit bien que bon, ça a profité surtout au niveau à partir du bac et au-delà du bac. Alors que l'objectif au départ des aides et de la réforme était plutôt de booster l'entrée en apprentissage des niveaux infra-bac, ou en tout cas jusqu'au baccalauréat. Donc ça, on verra si ça continue par la suite, hein, puisqu'on va sans doute en reparler, mais pour l'instant, on est aussi un peu dans une phase expérimentale avec la fixation de ces coûts contrats. Il va y avoir une remontée des comptabilités analytiques des CFA au niveau de France Compétences, qui va permettre de regarder si les niveaux qui ont été fixés correspondent réellement au coût des formations en apprentissage. Et puis, on en reparlera après, mais il y a un problème plus global de soutenabilité financière de cette réforme. Donc, de toute façon, il va sans doute falloir réajuster des choses à la marge. Alors, ça, c'était sur l'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, on a également des chiffres récents, puisqu'il y a eu là aussi des études de la DARES et puis d'autres études qui ont montré que tout n'était pas non plus si noir qu'on avait pu l'entendre en disant il y a eu un vrai transfert. Alors certes, ça a baissé depuis 2019. Il y avait eu une envolée en fait un peu du contrat de professionnalisation entre 2018 et 2019. Entre 2019 et 2020, ça redescend avec 112 700 contrats seulement enregistrés sur l'année 2020. Mais depuis le début de l'année 2021, ça semble repartir, et notamment alors sur des publics plus âgés, sur des publics demandeurs d'emploi, plus que sur des publics jeunes, hein, là où le transfert s'est vraiment effectué, c'est sur les publics de moins de 30 ans, le transfert vers l'apprentissage.
En revanche, il y a quand même un maintien sur les jeunes de plus de 30 ans et sur les demandeurs d'emploi, qui là, on a une reprise, on va dire, des contrats de professionnalisation qui semblent s'amorcer avec au premier trimestre 2021, 23 000 nouveaux contrats qui ont été enregistrés, sur les 3 premiers mois. Donc voilà, c'est plus 15 16 par rapport à la même période de l'année dernière. Bon, sachant que l'année dernière, à cette période, entre janvier et mars, on allait entrer en confinement, donc c'était pas non plus la période idéale, peut-être pour accueillir, des alternants. Merci Marie-Hélène. Alors, bon, quand on parle d'alternance, on n'est pas, enfin, la question n'est pas la seule question des contrats. L'alternance, c'est d'abord un format pédagogique, une approche pédagogique. Euh, donc, il y a des organismes de formation qui sont déjà engagés sur ce modèle, d'autres pas encore. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être recommander à des organismes de formation qui souhaitent s'engager dans l'alternance? Est-ce qu'il y a je sais pas, des bonnes pratiques, des écueils à éviter? Que leur conseiller? Alors déjà, il y a plusieurs façons, de s'engager dans l'alternance, comme en ont témoigné, certains des participants ici. Il y a effectivement de se dire: «Est-ce que je vais faire uniquement, du contrat de professionnalisation ou est-ce que je vais aussi, aller vers l'apprentissage?» Alors avec, les impacts, qu'on a déjà évoqués sur le fait que, si on est, CFA, centre de formation d'apprentis, on va avoir donc, des obligations complémentaires par rapport à par rapport à un organisme de formation, hein, puisque dans le cadre de la réforme, on a des missions spécifiques, des CFA qui ont été posées par la loi de 2018. On a également, des indicateurs particuliers, dans le référentiel, de certification Calliope. Je crois que l'un des participants l'a évoqué tout à l'heure, puisque, voilà, si on va chercher Calliope sur l'apprentissage, on a 32 indicateurs. Si on va le chercher sur de la formation, on en a 28. Et après, il y a des indicateurs spécifiques aussi aux formations en alternance. Donc ça, si on va pour du contrat de professionnalisation, il faudra les respecter. Donc on a déjà cette dichotomie, est-ce que je vais sur l'ensemble ou est-ce que je vais plutôt sur la professionnalisation uniquement? Et puis, peut-être que l'idée, c'est plutôt d'essayer de concevoir une politique globale, j'allais dire, de formation en alternance avec, qui peut irriguer aussi, enfin l'une pouvant irriguer l'autre. Et puis les pratiques qu'on va développer sur des formations en alternance, mais là, c'est les participants, qui font déjà de l'alternance qui pourraient peut-être témoigner. Mais, les pratiques pédagogiques, qu'on met en place, dans le cadre de formations alternées, notamment le fait que toute la relation avec l'entreprise et le lien entre les enseignements théoriques et les formations pratiques peuvent aussi irriguer des formations à destination, de salariés et permettre, d'augmenter de manière plus générale la qualité finalement des formations dispensées par l'organisme. Mais là, il y a peut-être des participants d'ailleurs, qui voudraient témoigner sur ce que ça implique par rapport à la formation d'autres publics. En tout cas, il y a un certain nombre de questions, c'est sûr, qu'il faut se poser avant d'aller, vers ce mode de formation parce que, l'alternance entraîne des pédagogies particulières, l'accueil éventuellement aussi de publics différents, notamment sur l'apprentissage où les publics vont être, plus jeunes, de l'accompagnement, hein, dans le cadre des formations alternées, on a un accompagnement plus soutenu des alternants que des stagiaires parce qu'ils sont aussi parfois en moindre autonomie d'apprentissage, parfois plus jeunes s'il s'agit d'apprentis ou plus éloignés de l'emploi, s'il s'agit de demandeurs d'emploi. Donc il y a un certain nombre de questions, heu, préalables à se poser que j'ai essayé de recenser ici, mais c'est vrai que ça va dépendre aussi, du mode de fonctionnement de l'organisme, de la composition des équipes. Est-ce qu'on a uniquement des formateurs? Est-ce que c'est des permanents, des occasionnels, des sous-traitants? Est-ce qu'on a aussi des responsables pédagogiques, des coordonnateurs, des accompagnateurs? Qui sont les publics que j'accueille traditionnellement? Est-ce que finalement j'accueille exclusivement des publics de salariés sur des formations courtes
d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. C'est pas du tout la même chose que d'accueillir, des groupes, d'alternants pendant, plusieurs semaines, plusieurs mois, des publics plus jeunes, des publics plus éloignés de l'emploi. Est-ce que j'ai aussi, toutes les équipes, support, on va dire, qui vont me permettre de remplir mes missions au regard des obligations, d'un organisme de formation en alternance ou d'un CFA? Sur quel type de certification je forme? On l'a dit tout à l'heure, mais l'apprentissage est réservé, enfin, vise obligatoirement des titres ou des diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Sur les contrats de professionnalisation, on est plus large, on est aussi sur les certificats de qualification professionnelle, les CQP, et maintenant on peut être sur des parcours, construits entre l'organisme de formation, l'entreprise et l'opérateur de compétences de manière autonome sur ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation expérimentale. Donc voilà, ça fait partie aussi, des questions à se poser. Si on n'est pas du tout sur des formations certifiantes, bah, c'est plus compliqué, de passer le gap, j'allais dire, pour aller mettre en place des formations, alternées. Quelles sont les relations aussi, l'inscription de mon organisme dans son environnement économique? Ça, c'est aussi un indicateur d'ailleurs de Calliope, hein, du référentiel Calliope. C'est quelles sont les relations avec les acteurs économiques sur mon territoire, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou d'acteurs privés. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, j'ai des bonnes relations avec un certain nombre d'entreprises qui vont me permettre, si par exemple j'ai un alternant en rupture de contrat, de pouvoir, l'aider à retrouver un employeur puisque ça fait partie des obligations d'émission? Et puis est-ce que, je suis en capacité d'obtenir au 1er janvier 2022 ou en tout cas assez rapidement derrière, la certification Calliope? Parce qu'on l'a dit, si elle n'est pas obligatoire pour l'ensemble des organismes de formation, dès lors qu'on forme des alternants, on est donc, payé, par les opérateurs de compétences, qu'il s'agisse des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation, et à partir de ce moment-là, à partir de 2022, pour pouvoir être payé, ben, il faudra nécessairement détenir cette certification. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous veulent, réagir, par rapport ou compléter justement les bonnes pratiques, qu'est-ce qui pourrait, Oui, moi je veux bien illustrer. Bonjour, excusez-moi, je suis bonjour? arrivée un petit peu en retard. Non, non, je vous en prie. Je suis Aurélie Leduc, responsable du CFA de l'IRTS que nous avons créé il y a 1 an et demi. Nous sommes certifiés Calliope depuis novembre 2020 et c'est vrai que du coup, on a dû répondre à un certain nombre de critères par rapport à ce qu'on avait pu mettre en place pour le CFA, tant dans le suivi, enfin dans l'accompagnement aussi des maîtres d'apprentissage, que du lien quand même avec les employeurs, puisqu'on a commencé à partir de l'année dernière à travailler avec d'organiser des groupes de réflexion auprès d'employeurs pour partir de leurs besoins et comprendre quels pouvaient être les freins liés à l'apprentissage en fait. Et très vite, parce que nous on était sur une mixité de public, très vite on a fait le constat que le rythme qu'on proposait n'était pas adapté. C'est-à-dire que le rythme en mixité favorisait pas en fait ces allers-retours nécessaires qui sont nécessaires dans le cadre de Entre l'apprentissage. Ouais, entre la pratique et la mise en application pratique et les enseignements, plus théoriques, oui. Mmh. Mm. Donc du coup, c'est vrai qu'on a proposé, on a revu notre rythme, ça a été travaillé avec les responsables de formation. On a ouvert une formation spécifique l'année dernière et là, on en ouvre 3 cette année. On a quand même multiplié par 3 notre effectif Oui, en 1 an. Donc, alors, c'est certainement lié au contexte hein, que vous avez évoqué, le coup de pouce quand même gouvernemental. Bon, voilà, je pense que c'est un tout, mais quand même, ça a dû favoriser quand même oui, l'adhésion oui, en fait, des employeurs. oui, et puis on a de plus en plus de formations qui s'ouvrent en apprentissage, enfin qui s'ouvrent à l'apprentissage, heu, notamment dans des secteurs qui avant étaient très peu utilisateurs de ce mode de formation, mais où ils se rendent compte également que, voilà, beh, c'est à la fois un moyen de formation opérationnelle, j'allais dire, et d'insertion professionnelle pour de futurs professionnels qu'ils voudraient embaucher. C'est-à-dire, c'est voilà, l'apprentissage, il y a quand même une logique derrière, d'essayer de conserver les salariés, en tout cas,
quand on les a, enfin les apprentis, quand on les a formés, de les intégrer comme salariés. C'est tout à fait ça. Nous, il y a vraiment, on est un secteur qui est très, très en tension et on a des employeurs qui savent plus trop comment faire et qui jouent cette carte-là en disant: «Bah, on espère leur donner envie, les acculturer et leur donner envie de rester par la suite», en fait. Exactement. Mmh. Merci. D'autres témoignages peut-être? Ou compléments ou non? Non, Personne n'ose se lancer? non, apparemment. Élodie, on ne te voit plus sur la caméra, alors je ne sais pas Ah si oui, elle est ah oui, ah effectivement. voilà, c'était ça. Voilà. Merci Marie-Hélène. On peut du coup poursuivre. On a, vous l'avez probablement lu hein, dans la presse spécialisée, on peut parier que France Compétences va devoir, pour assurer hein, ses engagements de financement des différents dispositifs, va devoir prendre des mesures parce que là, les dépenses sont bien plus importantes que les recettes, je dirais. Donc, le coût contrat pourrait être un des leviers hein, pour baisser, pour diminuer ses dépenses. Donc, du coup, ça pourrait avoir des impacts forts hein, sur l'apprentissage. Est-ce qu'on peut, là, justement, à l'occasion de ce petit rendez-vous-là, dresser peut-être les scénarios qui pourraient être envisagés si France Compétences, notamment, hein, prenait de telles dispositions? Oui, alors on a effectivement, on n'est pas à l'abri hein, d'une baisse des coûts contrats en 2022. C'est quelque chose qui était déjà apparu dans un rapport de la Cour des comptes qu'on a eu au cours de l'année 2020 qui demandait au gouvernement de baisser les coûts contrats dès 2021, ce que le gouvernement n'a pas voulu faire. Hein, la ministre du Travail a reculé cette échéance en disant non, non, ça ne bougera pas avant 2022. Donc là, en ce moment, il y a effectivement un travail de remontée des comptabilités analytiques des CFA auprès de France Compétences. Il y a un dispositif de remontée des comptes jusqu'au 15 juillet. Et à partir de ça, France Compétences va effectivement essayer d'examiner si les coûts réels remontés par les CFA correspondent aux coûts contrats qui ont été définis par les branches professionnelles et actés dans dans la base de données des coûts contrats. Donc, on ne peut pas prédire de ce qu'ils vont trouver. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que ces coûts seront réellement plus élevés que ce qui a été fixé, en tout cas peut-être pour certaines formations? Parce qu'il y a quand même une grande disparité aujourd'hui entre les niveaux de coûts contrats aussi selon les types de formations et les secteurs d'activité et les niveaux de qualification. Donc on peut imaginer qu'il y ait à la fois des ajustements à la baisse dans certains cas et à la hausse dans d'autres cas. On a aussi des travaux qui sont en cours il y a eu une mission qui a été confiée pour essayer de voir si dans l'enseignement supérieur notamment, on ne devrait pas appliquer une minoration des coûts contrats. Et d'ailleurs dans l'éducation nationale également, il y avait des choses, en tout cas en ce sens, qui figuraient dans la loi, la possibilité de le faire dans la mesure où certains CFA ou les universités ont des subventions par ailleurs et que donc on considère, enfin certains CFA considèrent que ça n'est pas logique que le coût contrat soit le même alors ils ont déjà des prises en charge par ailleurs de certains investissements, notamment des locaux ou des plateaux techniques qui des fois servent dans les lycées professionnels et dans les CFA. Enfin voilà. Donc il y a tout un travail aussi peut-être de convergence qui sera réalisé à cette occasion-là. Là, il y a une mission d'étude qui vient d'être lancée, en tout cas dans l'enseignement supérieur, et on avait déjà eu des notes ou des rapports, me semble-t-il, dans l'éducation nationale, mais pour l'instant, ça n'a pas été appliqué, mais peut-être que ça sera appliqué aussi en 2022. Il y a des discussions en cours par ailleurs avec les partenaires sociaux en ce moment, de manière plus globale, sur l'évaluation des impacts de la loi de 2018 et la soutenabilité financière du système, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc dans ce cadre-là, il y a des travaux aussi qui vont sans doute être conduits
sur les coûts contrats d'apprentissage. On peut aussi imaginer que certaines branches professionnelles se saisissent en parallèle des coûts aussi des contrats de professionnalisation, parce que les coûts des contrats de professionnalisation n'ont pas été réévalués depuis longtemps, hein. On est toujours le taux de 9,15 €. C'est une conversion d'un ancien taux en francs qui avait été fixé nécessairement avant 2002, hein, donc par une précédente réforme. Et là, on a des branches qui ont déjà, hein, il y a des branches qui majorent déjà ces coûts contrats pour le contrat de professionnalisation, pour les formations qui correspondent à des besoins en compétences des entreprises de la branche. On a des fois des taux sur le contrat de professionnalisation à 15 €, à 30 €, voire à 40 € dans certaines branches, mais ça n'est pas la majorité. Donc on peut imaginer aussi que là aussi les branches se saisissent d'un travail parce qu'ils vont renégocier les accords. Un certain nombre ne l'ont pas fait. Un certain nombre de branches n'ont pas encore renégocié les accords en application de la loi de 2018. Donc, à l'occasion de cette renégociation, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils examinent d'un peu plus près aussi leurs coûts contrats de professionnalisation, et que s'ils veulent maintenir en tout cas des formations sur les CQP qui répondent par exemple aux besoins en compétences, ou les titres et les diplômes qui répondent aux besoins en compétences des entreprises de la branche, ils ajustent à la hausse aussi les coûts des contrats de professionnalisation. Donc aujourd'hui, voilà, on a plusieurs scénarios. On ne peut pas trop lire dans la boule de cristal, donc il faut attendre un petit peu de voir aussi ce qui ressortira des travaux, de ces différents travaux qui sont menés soit auprès de France Compétences, soit auprès des ministères de l'enseignement supérieur. Et puis on a des indices aussi de développement euh, de l'alternance, et notamment de l'apprentissage dans la fonction publique, dans le secteur public. Donc ça, c'est aussi un axe de développement qui pourrait être important dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'apprentissage, c'est uniquement le secteur privé. Il y a des opportunités qui sont en train de se développer dans le secteur public, dans la fonction publique d'État. Il y a une grosse campagne de recrutement qui a été lancée là par le ministère de la fonction publique, avec une prévision de 15 000 recrutements à la rentrée dans la fonction publique d'État. Il y a des partenariats en cours sur la fonction publique territoriale entre France Compétences et le CNFPT, qui finance également, qui cofinance les contrats d'apprentissage dans le secteur public. Il y a un projet de taxe d'apprentissage, de mise en place d'une taxe d'apprentissage auprès des collectivités territoriales, de manière à développer ce mode de formation dans la fonction publique territoriale. Et récemment, là, j'ai vu également que l'ANFH, l'Association nationale pour la formation dans la fonction publique hospitalière, qui finance donc la formation des établissements publics hospitaliers, participait également au financement des contrats d'apprentissage sur ces fonds mutualisés, et envisageait évidemment, alors sur les métiers qui sont en tension. Vous parliez tout à l'heure, madame, de certains métiers en tension. Voilà, la NFH va financer aussi du contrat d'apprentissage sur des métiers en tension dans la fonction publique hospitalière. Donc, il y a des opportunités à saisir par l'ensemble des acteurs, et notamment si vous formez sur les métiers de la fonction publique. Alors, des fois, on a des métiers spécifiques, mais on a aussi des métiers communs au secteur privé et au secteur public, hein. Vous parliez tout à l'heure du travail social, tous les métiers aussi du soin, ça peut être tous les métiers les fonctions support, la gestion, le management, enfin, les ressources humaines, tout ça, ça existe aussi dans la fonction publique. Donc, peut-être aller creuser aussi du côté du secteur public si vous souhaitez diversifier un peu vos cibles potentielles d'employeurs, d'apprentis en tout cas, puisque pour le contrat de professionnalisation, en revanche, on est exclusivement sur le secteur privé. Il existe un dispositif un peu similaire dans la fonction publique qui s'appelle le pacte, qui est une sorte de contrat de professionnalisation pour préparer au concours de la fonction publique. Mais le contrat de professionnalisation tel qu'on le connaît dans le secteur privé n'existe pas dans la fonction publique. Et puis, on le disait en ouverture de ce webinaire, l'alternance est quand même un dispositif, et vous le disiez aussi tout à l'heure, madame, au sein de l'IRTS, l'alternance est un dispositif aussi d'insertion
qui a toujours eu le soutien des pouvoirs publics et qui continuera à avoir sans doute le soutien des pouvoirs publics, il est aussi plébiscité par les jeunes et il a démontré son efficacité. Je vais vous donner la parole, Olivier, tout de suite. Mais là aussi, on a eu des études récentes sur l'insertion des alternants et notamment des alternants du supérieur. On a des taux d'insertion dans l'emploi qui sont supérieurs à ceux des étudiants en formation initiale. Ils accèdent à des emplois plus stables et plus qualifiés. De manière générale, ils sont mieux rémunérés que les étudiants en sortie d'école, c'est-à-dire quand ils rentrent ensuite dans l'entreprise, ils ont des niveaux de salaire plus élevés et des niveaux de satisfaction par rapport au fait qu'ils ont déjà acquis une expérience professionnelle qui leur permet d'être opérationnels de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, je ne suis pas sûre que les mesures de soutien, en tout cas, ça ne devrait pas s'écrouler complètement si on veut maintenir le niveau d'embauche en alternance, qu'il s'agisse du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Il faudra qu'il continue à y avoir des financements à la fois sur les coûts pédagogiques et éventuellement des mesures de soutien aux entreprises. Olivier, vous aviez levé la main, je vous donne la parole. C'est très gentil à vous. Je ne voulais pas vous couper la parole, hein, rassurez-vous. Non, je vous en prie. C'était juste par rapport à ce que vous disiez précédemment sur le CNFPT. Peut-être un témoignage. Oui. Le numérique, c'est très transverse. Vous avez raison quand vous disiez qu'il y avait des choses qui existaient à la fois dans le public et dans le privé. Le numérique, ça en fait partie. Et j'ai pu le tester. Mais très honnêtement, actuellement, en tout cas, moi, sur deux formations au niveau Bac+2, on était sur des coûts portés par le CNFPT divisés par 2 par rapport à l'équivalent en coût de contrat France Compétences dans le privé. Oui. Et évidemment, le reste à charge, personne ne veut le prendre. Donc, je suis assez d'accord, extrêmement d'accord avec vous en disant que c'est, à mon avis, il faut être vigilant et ça peut être une bonne source aussi importante pour l'avenir. Mais actuellement, tant que les coûts France Compétences sont ce qu'ils sont, et moi personnellement je suis assez pessimiste sur France Compétences, je pense quand même franchement qu'ils vont voir le coût à la baisse. Je crois malheureusement plus trop au Père Noël pour des coûts à la hausse, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, je vois plutôt à la baisse. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que sur le public, ça peut être intéressant pour rentrer dans certaines collectivités. Moi, en l'occurrence, je suis sur Lille et avec l'AMEL, ça a été intéressant, mais ça a été une vraie bataille avec eux. En plus, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'aides, vous l'expliquiez également, mais pour le coup, des coûts très faibles, la moitié, et en plus, pas de reste à charge, alors que finalement, ça leur coûtait quasiment rien. J'ai été obligé de batailler un peu pour leur faire prendre conscience que tous les avantages de l'apprentissage, etc. En tout cas, je pense qu'en effet, c'est à surveiller. Mais actuellement, encore une fois, sur le CNFPT, en ce qui me concerne, oui. Concerne sur les formations qu'on dispense, je vous dis, c'est quasiment un coût divisé par 2 au départ. Donc, forcément, c'est compliqué pour l'OF. Le but, c'est pas quand même de faire des choses à perte. Non, c'est clair. Voilà, c'était sur le premier point. Mais en tout cas, je pense que votre éclairage est bon par rapport à ça. C'est quelque chose sur lequel, en effet, on ne pouvait pas aller avant. En tout cas, difficilement. Et je trouve qu'en ce sens, c'est plutôt intéressant. Oui, la deuxième remarque, c'est sur l'entreprise. Enfin, c'est sur les avantages proposés aux entreprises. J'espère fortement que si on avait des coûts contrats revus à la baisse par France Compétences, que l'État continuera par contre, pour le coup, à donner des avantages aux entreprises pour prendre des alternants, en particulier des apprentis. Parce que si on n'a plus les aides d'un côté et de l'autre, j'ai peur que malgré tout, malgré les envies du gouvernement de faire rentrer les jeunes en forme, enfin, les emmener à l'emploi, et je trouve qu'encore une fois, l'apprentissage est un bon moyen, l'alternance en tout cas, et l'apprentissage en particulier, ça va être quand même compliqué pour les CFA par la suite. Très clairement. Oui. Alors, il y a sur les aides aux entreprises, il y a l'aide unique à l'embauche d'apprentis qui était en cours avant qu'ils mettent en place le plan exceptionnel d'aide dans le cadre du plan de relance et qui va demeurer pour les entreprises de moins de 250 salariés. Vous savez, cette aide était sur 3 ans. C'était 5 000, je crois, euros ou quelque chose comme ça. En fait, il y a les 5 000 euros ou les 8 000 euros remplacent l'aide qui est versée aux entreprises la première année d'apprentissage, mais c'est une aide qui est sur 3 ans pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et celle-là, elle est pour l'instant pérenne, c'est-à-dire que sauf si un texte vient la modifier, elle va continuer à s'appliquer, même au-delà du 31 décembre 2021.
lorsque l'aide exceptionnelle n'existera plus. Donc, on peut espérer qu'il y aura au moins pour les petites entreprises le maintien même de pour ces les petites aides-là. entreprises, moi, j'ai vraiment senti le fait qu'il y ait 3 000 euros de plus. Et oui, Moi, c'est vraiment, bien sûr. au niveau Amigraph, c'est plutôt des structures largement en dessous de 250 salariés. Et donc, on est vraiment concerné par cette aide supplémentaire exceptionnelle. Donc, l'aide supplémentaire exceptionnelle, elle a quand même permis très clairement d'augmenter le nombre d'entreprises intéressées et qui sont allées. Et puis, le fait aussi que les versements soient un peu différents, c'est-à-dire que ça puisse aussi être versé chaque mois en amont aussi des salaires qu'on verse aux apprentis, très clairement en termes de trésorerie, ça c'est le top. Et forcément, là aussi, si une aide comme avant existait encore, mais qu'on se retrouve avec des situations, me semble-t-il, hein, je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'avant, on n'était pas versé de façon mensuelle, il y a des avances de trésorerie au niveau des entreprises. Et des petites structures où ils sont 2, où ils sont 3, et qui aimeraient bien avoir de l'aide comme un apprenti, moi, à l'époque, on me disait, t'es bien gentil, hein, vulgairement, mais il faut que je fasse des avances de trésor, je ne pourrais pas le faire malgré le niveau relativement faible du salaire de l'apprenti. Oui. Alors là, le dispositif a été transféré à l'agence de services et de paiement. C'est elle qui verse effectivement l'aide et elle la verse, comme vous le dites, en amont, vers le 15-20 du mois, si j'ai bien compris, ce qui permet tout de suite de verser les salaires derrière. Et ça devrait perdurer parce que ce sont eux également qui gèrent l'aide unique aux employeurs dont je vous parlais. Donc ça, il faut espérer en tout cas qui maintiendront ces versements, mais vous avez raison, ça peut faire une différence. 3 000 euros, c'est quand même important et ça peut faire une différence. Et sur le secteur public, je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'aujourd'hui encore, c'est compliqué parce que la prise en charge est encore partielle, on va dire. Et donc, il y a un reste à charge pour l'employeur public important, mais il y a quand même ces réflexions en cours sur la création d'une cotisation dédiée à l'apprentissage, d'une sorte de taxe d'apprentissage, au moins sur les collectivités territoriales, qui a priori serait programmée dans la prochaine loi de finances. Donc, si ça se mettait en place, on va dire, à partir de 2022, ça pourrait permettre justement d'élargir les financements et de supprimer ces restes à charge pour les collectivités territoriales, au moins pour l'instant. Ce n'est pas encore le cas pour la fonction publique d'État ni pour l'hospitalière, mais c'est déjà envisagé pour la fonction publique territoriale. Excusez-moi, par rapport à l'aide unique, il me semblait que c'était conditionné, enfin que c'était jusqu'au niveau 4, mais… Oui, alors vous avez tout à fait raison de le rappeler, j'ai oublié, c'est pas effectivement le même niveau. Donc non seulement il y a un seuil d'effectifs d'entreprise, et vous avez raison, il y a un niveau de diplôme, donc ça ne s'appliquera pas comme l'aide exceptionnelle jusqu'à Bac+5, et ça sera plafonné, je crois que c'est le Bac ou Bac+2. Il me semble que Bac, c'est niveau 4. Alors, c'est Bac en métropole et il me semble qu'en Outre-mer, c'est jusqu'à Bac+2. Il y a un régime spécifique pour l'Outre-mer qui permet de financer de manière plus large pour les diplômes. Mais vous avez raison, un certain nombre d'entreprises sur des niveaux, en tout cas Bac+3, Bac+4, au-delà du 31 décembre, ne pourraient plus bénéficier de cette aide. Et on a vu tout à l'heure quand même que c'est là où il y a eu le plus d'augmentation. Oui. Donc, c'est ça aussi qui est un petit peu inquiétant, entre guillemets. Encore une fois, je ne suis pas pessimiste pour 3 sous, mais c'est ce qui est un peu inquiétant quand même avec ce que vous pouvez nous présenter et ce que vous percevez, c'est ça. C'est que moi, j'ai un peu peur que si, malheureusement, et je peux l'entendre, pour des équilibres budgétaires aussi de l'État, les choses diminuent un petit peu dans tous les sens, j'ai peur qu'on retrouve malheureusement une frilosité, sachant qu'on n'est pas sorti de la crise sanitaire et qu'on a encore des entreprises qui me disent à 6 mois, je ne sais pas ce que je deviens en fait. Donc, l'apprenti, oui, mais si ça me coûte trop, je ne prends aucun risque. Je ne vais pas en prendre des apprentis. Si je n'ai pas ces aides-là, si je n'ai pas le côté trésor, etc., ils ne vont pas en prendre. Et donc, la relance pour l'État, je pense que ça peut être le revers de la médaille, en tout cas le boomerang. Après, il faudra voir s'ils les prolongent. Elles ont déjà été prolongées 2 fois, les aides. 2 fois. Voilà, 2 fois. C'est pour ça que je mettrai quand même mon petit soulier devant le sapin le 24 décembre pour espérer que le Père Noël passe pour le 31. Ça ne coûte rien, ça ne mangera pas de pain. Exactement. Et peut-être qu'on peut, si on le fait tous, peut-être que finalement on aura une bonne nouvelle. Voilà, peut-être que ça peut fonctionner. Oui.
Pardon, est-ce qu'on peut revenir juste, j'aimerais avoir une précision par rapport à cette aide-là. Donc, on est Bien bien sûr. d'accord qu'il y a l'aide exceptionnelle de 5 000 pour les mineurs, 8 000 pour les majeurs. Oui, D'accord, pour la première année, donc oui, pour les contrats normalement jusqu'au 31 décembre 2021. oui, signé. Euh, Si on signe un contrat sur 2 ans, sachant qu'ils ont cette aide la première année, ça veut dire que la deuxième année, ils passent sur l'aide unique sur S'ils ont, le montant de la deuxième année, donc 2 000 oui, et quelques. C'est c'est bien ça. ça? C'est ça. Et sous réserve qu'ils aient moins de 250 Oui, c'est salariés, ça, c'est ça. et comme le disait l'autre personne, qu'on soit à niveau Un bac. niveau bac, niveau 4, oui. Oui. Donc, c'est bien ça. Donc, la première année, admettons pour quelqu'un de majeur, donc la première année, il aura 8 000 et la deuxième, 2 000 et quelques. Avant cette aide, c'était 4 000 la première année et 2 000 et quelques la deuxième. C'est ça. Les C'est montants ça. de deuxième et troisième OK. année n'ont pas changé. Donc, ça n'ont pas changé et ça perdure après. Non. OK. Voilà. Par OK. contre, sur les aides financières, alors là, pas sur l'apprentissage, mais sur le contrat de professionnalisation, il y a des aides aux embauches de demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, qui existaient déjà avant, l'aide forfaitaire à l'employeur et l'aide à l'embauche des 45 ans et plus. Donc ça demeure également sur les contrats de professionnalisation si jamais l'aide unique s'arrêtait. Il y a des aides à l'embauche aux emplois francs qui fonctionnent pour les contrats de professionnalisation, qui sont des montants aussi importants, alors qui avaient été majorés aussi pour les embauches de jeunes de moins de 26 ans, mais même si on embauche, donc là, il faut que ce soit des personnes qui résident dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais le dispositif emploi franc, lui aussi, est un dispositif qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Donc là aussi, il y a des aides qui existent et ils devraient être pérennisés également dans le cadre des expérimentations. Ils pourraient en tout cas être pérennisés, même si le dispositif, il y avait les emplois francs plus n'ont pas été reconduits, me semble-t-il. Ça s'est arrêté en juin, je crois. Mais les emplois francs classiques fonctionnent peut-être même sans limitation de durée. Je ne me souviens plus si ça s'arrête au 31 décembre ou si. Il faudrait vérifier sur le site de Pôle emploi. Il y a une fiche sur les embauches en emploi franc. Oui. Et ça peut être aussi une aide financière à l'entreprise lorsque le salarié embauché en alternance réside dans un quartier prioritaire. Et puis, s'il a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on a des aides aussi de l'AGFIP, voilà, supplémentaire de l'AGFIP, qui a reconduit son plan d'aide jusqu'à la fin de l'année également pour le secteur privé. Et vous avez la même chose pour les employeurs publics dans le cadre du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le FIP, qui est l'équivalent en fait de l'AGFIP dans le secteur privé, pour le secteur public, et qui lui aussi a mis en place un dispositif d'aide pour booster les embauches d'alternants dans les collectivités territoriales, notamment, ou la fonction publique d'État. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions, des témoignages? J'ai encore une petite question par rapport au contrat pro expérimental. Oui. Est-ce que tous les OPCO sont concernés? Alors, juridiquement, oui, tous les OPCO sont concernés. Après, certains l'ont mis en place, d'autres non, et certains l'ont mis en place avec des conditions. Par exemple, puisque dans les textes, on nous dit que ce contrat de pro, on peut monter un parcours complètement sur mesure en lien entre l'employeur, l'organisme de formation et l'opérateur de compétences. Et certains OPCO, par exemple, exigent qu'il y ait au minimum une certification, par exemple, du répertoire spécifique dans le parcours ou un bloc de compétences d'une certification RNCP dans le parcours. Donc ça, il faut regarder sur les sites internet de chacun des OPCO ou contacter les conseillers OPCO pour savoir quelles sont les conditions de mise en œuvre. Il me semble qu'il y a quand même, sur les 11, il y en a quand même la moitié à peu près chez qui ça fonctionne. Donc, après, il faut se rapprocher effectivement d'eux pour voir quelles sont les conditions de mise en place. Ouais, enfin, c'est pas simple. C'est bien ce que j'avais retenu, que juridiquement, normalement, oui, tous, et en fait, dans les faits, non, c'est clair. Moi, j'ai des OPCO, c'est clair que non, ils mettraient en place. Enfin, en tout cas,
C'est compliqué, et puis de toute façon, les conditions qu'ils y mettent derrière, et vous venez de les évoquer, sont très restrictives en fait. Et c'est bien Voilà. dommage, parce que c'est bien dommage. Après, il faut leur poser des fois la question parce que s'ils n'ont jamais eu le cas, Mm. vous voyez, ils ne se sont peut-être pas posé eux-mêmes la question de D'accord. l'ingénierie de parcours, mais ça n'empêche pas, en tout cas, ils ont juridiquement la possibilité de le financer. C'est clair. En tout cas, Acto l'a mis en place, et moi je l'ai utilisé même pour mon propre OF, pour embaucher en fait quelqu'un qui avait qu'une partie des compétences requises, et Oui, ça a super bien marché. oui. Acto l'a mis Très en rassurant. place, l'OPCO EP l'a mis en place. D'accord. Il me semble que l'OPCO 2i l'a mis en place également. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'OPCO, en tout cas, qui l'ont mis en place. Vous aviez une question? Oui, allez-y. Oui, alors je ne sais pas si vous pourrez me répondre, c'est une question qui se pose à nous sur la mobilité internationale de nos apprentis. Nous avons cru comprendre que pour un stage de 4 semaines, enfin en deçà de 4 semaines, si l'employeur l'accepte, c'est lui qui verse le salaire, il peut avoir des aides de certains OPCO, l'apprenti également, notamment pour le billet d'avion et pour le défraiement de l'hébergement et des frais de restauration, mais qu'au-delà de 4 semaines, c'est le pays d'accueil et là où il fait son stage qui doit le rémunérer et que tout ce qui est ATMP doit être pris en charge par l'organisme de formation. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a deux régimes sur la mobilité internationale. Il y a ce qu'on appelle la mobilité de 4 semaines avec une mise à disposition, de moins de 4 semaines avec une mise à disposition, et comme vous le dites, le contrat n'est pas suspendu. Et la mobilité au-delà de 4 semaines, où actuellement, on a une sorte de mise en veille du contrat de travail français. Et ensuite, tout dépend des conditions de la mobilité à l'étranger. C'est-à-dire que si effectivement c'est dans une entreprise étrangère qui n'est pas membre, par exemple, d'un même groupe que l'entreprise française, c'est plus compliqué parce que là, il y a la mise en veille du contrat, il faut signer une convention pour définir les conditions d'accueil de l'alternant dans l'entreprise étrangère. Et si on est en dehors de l'Union européenne, on a des problèmes de maintien de couverture sociale que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il faut effectivement souscrire éventuellement une assurance volontaire pour pouvoir permettre une continuité de protection sociale à la fois sur l'accident du travail, maladie professionnelle, mais même sur la sécurité sociale tout court, j'allais dire. Donc ça, ils sont en train d'y travailler pour modifier. Alors il y a des choses qui sont faites en ce moment dans le cadre d'Erasmus au niveau de l'Europe pour que justement du programme Erasmus, pour que quand la mobilité a lieu dans un État membre de l'Union européenne, ça soit simplifié. Vous avez sur le site du ministère du Travail 2 guides qui s'appellent Booster la mobilité internationale de vos alternants, que vous avez peut-être vu. Alors, si vous tapez mobilité internationale alternant ministère du Travail, vous allez tomber sur la page. Il y a un guide à destination des entreprises et un guide à destination des prestataires de formation. Et vous avez également des informations là-dessus sur le site de l'OPCO EP, celui des entreprises de proximité, où vous avez justement des modèles de convention et des fiches qui expliquent les deux cas de mobilité courte ou mobilité un peu plus longue. Mais c'est oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé parce que c'est vrai que Non, nous, c'est pas dans le cadre de groupe, hein, ils vont partir effectivement à l'étranger. Là, on a le cas pour deux apprentis qui souhaitent partir au Canada. Mais c'est bien ça, en fait. Donc, il y a la mise en veille, j'imagine, qui doit se faire une fois qu'on a rempli toutes ces formalités. Ben, si c'est une mobilité de moins de 4 semaines, il continue à être rémunéré par son entreprise en France et la couverture sociale doit continuer à être assurée, et notamment avec le Canada, parce qu'avec le Canada, la France a des accords de sécurité sociale. En tout cas, il faut regarder, mais sur au moins le Québec, par exemple, il y a des accords de sécurité sociale. Donc, il faut que l'entreprise se renseigne auprès de la caisse d'assurance maladie et de la CARSAT, par exemple, pour les accidents du travail. Mais normalement, sur des mobilités de moins de 4 semaines, c'est assez simplifié. Ouais. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on signe ce qu'on appelle une convention de mise en veille du contrat de travail, où là, il faut signer une convention avec l'entreprise d'accueil là-bas.
qui définit les conditions de rémunération et les conditions de couverture sociale et les conditions de durée du travail éventuelles de l'alternant. Et l'adhésion dont vous parliez, c'est à la charge de qui? De l'organisme, du CFA, de l'apprenti, de l'employeur? Et ben là aussi, les textes ne sont pas super clairs, mais il y a une circulaire de la sécurité sociale qui avait l'air de dire que si c'était une mobilité en vue d'aller suivre une partie de la formation, c'était à l'organisme de formation de souscrire cette assurance. Si c'est pour aller faire de la formation pratique dans une entreprise, ça serait plutôt à l'entreprise de souscrire, puisqu'il faut l'accord de toute façon de l'employeur aussi pour cette expatriation. Donc, ça serait plutôt à l'entreprise ou à l'alternant de souscrire cette assurance complémentaire. D'accord. Mais là aussi, les textes ne sont pas hyper clairs. Oui. Merci. Parce que ça aussi, c'est assez récent. Enfin, non, la mobilité, c'est déjà, la loi Cherpion avait déjà permis ça il y a une dizaine d'années, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Et là, la loi de 2018 souhaite vraiment que ça se développe. Donc là aussi, il y a des travaux qui sont conduits par le ministère en ce moment pour essayer de cadrer justement tous ces problèmes de couverture sociale, de rémunération, d'accident du travail, pour que ça se développe, et notamment au sein des pays de l'Union européenne. Oui, surtout que nous, c'est un paradoxe, puisqu'on est établissement supérieur, on a la charte Erasmus, et en fait, finalement, on limite nos alternants, en tout cas les apprentis, sur la question de la mobilité. Oui, alors, parce que quand vous les envoyez comme étudiants, il y a des accords et ils sont couverts en qualité d'étudiants, c'est ça? Et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, comme il n'y a plus de stages hors employeur, on se rend compte que finalement, les employeurs voient une plus-value sur la possibilité de faire partir un apprenti à l'étranger pour partager avec l'équipe. Et nous, on se retrouve avec des étudiants finalement bloqués qui ne peuvent pas trop partir. Eh oui. Mais ça, voilà, surveillez la page mobilité internationale sur le site du ministère du Travail, parce qu'ils ont mis aussi à disposition des modèles de convention, hein, il y a eu des arrêtés ministériels, donc vous avez des trames de convention qui sont à disposition sur cette page mobilité internationale. En plus des 2 guides dont je vous parlais, vous avez les modèles de convention, et il y a peut-être sur le site de l'URSSAF, il y a peut-être des informations concernant la couverture sociale. Il faudrait regarder. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci Marie-Hélène pour tous ces éclairages. Ben, merci. Merci beaucoup.